Nous le savons, la Commune de Paris a été un moment charnière de l'histoire de France, avec ses moments de luttes héroïques, mais aussi ses combats sanglants, sorte de légende noire et légende dorée, réprimée avec une violence inouïe. En aussi peu de temps, puisqu'elle n'a duré que 71 jours, elle annonce de profonds bouleversements et des mutations comme on en connaît après chaque crise. Sur la défense des libertés fondamentales, sur l'égalité homme-femme, sur les valeurs non négociables de la République. Je citerai Louise Michel, « Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. » Ceux qui furent les acteurs de cette époque ont défendu corps et âme ces idées humanistes, cette volonté de progrès universel. Ce webinaire qui leur est consacré vous permettra de replonger dans le contexte historique si particulier et si complexe et de mieux saisir ces personnalités exceptionnelles. Enfin, pour conclure, dans les temps troubles que nous traversons aujourd'hui, je dirais que nous avons, nous, francs-maçons, le devoir et l'impérieuse nécessité d'assurer la préservation des droits essentiels qui ont été au cœur des enjeux politiques de cette époque. Nous devons également faire preuve de solidarité, car se soutenir les uns les autres, c'est aussi le moyen de créer un monde plus juste, à l'image de ceux dont rêvaient nos frères et sœurs, Louise Michel, Jules Vallès, Jules Ferry, Gustave Mesureur, Léon Gambetta, Adolphe Crémieux. Vous aurez à entendre plusieurs conférenciers qui se succéderont dans une fenêtre qui s'affichera sur votre écran. Et je vais les citer: Jean-Laurent Turbet, Christophe Bourseillet, Nance Dissoubré, merci, Gérard Cabella, on entendra, merci, vous pouvez vous asseoir, Maxime Deninck, Théo Florence, Alexandre Dumont, c'est bien ça, merci bien, et Wei-Shen Kong, merci. Enfin, pour conclure, ce webinaire sera accompagné musicalement par Félicien Bru, accordéoniste, il est caché, mais il va arriver, voilà, et Marc Motion, qui est notre baryton ce soir. Voilà. Je vous remercie, nous allons pouvoir commencer, Gérard, si tu veux bien. Et merci de votre intérêt, 150 ans après, pour cet épisode méconnu de l'histoire de France. Et pour le rôle que les membres d'une institution, elle aussi souvent méconnue, ont pu y jouer. C'est au titre non pas d'historien renommé, mais à celui de franc-maçon curieux d'histoire, que j'ai réalisé cet exposé nullement institutionnel donc, mais personnel et évidemment subjectif, que nous vous invitons à suivre au cours des 50 et quelques minutes qui viennent. Ce fut un spectacle comme ceux des rêves avec ce défilé étrange. Aujourd'hui encore, il me semble revoir cette file de fantômes allant, avec une mise en scène d'un autre âge, dire des paroles de liberté et de paix qui se réaliseront dans l'avenir. L'impression était grande. Il fut beau de voir l'immense cortège marchant au bruit de la mitraille, comme en un rythme. Des bannières étranges passaient, la fusillade, le canon, les obus faisaient rage. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclara la guerre à la Prusse. Le 1er septembre,
Il capitule à Sedan. Le dimanche 4 septembre 1870, la nouvelle du désastre de Sedan et de la captivité de l'empereur est connue à Paris. L'armée est défaite et captive. Moi-même, je suis prisonnier. Signé Napoléon. Après l'envahissement du Palais Bourbon, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville, à titre provisoire cependant, car dans les faits, elle ne le sera que 5 ans plus tard, avec l'adoption par l'Assemblée nationale de Versailles de l'amendement Vallon. Et un gouvernement de défense nationale est formé. Le général Trochu en assume la présidence, celui-là même que raille Victor Hugo en exil. Trochu, virgule, participe passé du verbe trochoir. Le mercredi 18 janvier 1871, dans la galerie des batailles du château de Versailles, devant le tableau célébrant la prise de Strasbourg par les armées de Louis XIV, Otto von Bismarck proclame l'unité du Reich allemand avec pour empereur Guillaume Ier, roi de Prusse. Le 28 janvier, la capitulation est signée. Suivant les exigences de Bismarck, elle sera ratifiée par un vote de l'Assemblée. Les troupes allemandes défilent dans Paris. Elles quitteront progressivement la France au fur et à mesure du règlement de la dette de guerre. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées au nouvel empire allemand. Alors sans plus attendre, remontons de la fin du XIXe à la fin du XVIIIe. Et n'oublions pas ici que 1870 marque bien l'aboutissement de l'effort entrepris 81 ans plus tôt avec enfin l'instauration d'une république qui saura s'inscrire dans la durée, même si elle naît dans la souffrance. D'aucuns prêteront à 2 francs-maçons, le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon, un rôle majeur au cours de cette nuit du 4 août, celle de l'abolition des privilèges par l'Assemblée constituante. Si le duc est l'un des plus gros propriétaires du royaume, le vicomte n'en est pas à son coup d'essai insurrectionnel. En effet, beau-frère du marquis de Lafayette, autre franc-maçon, il l'a accompagné dans les épisodes qui ont abouti à l'indépendance des États-Unis. Ne nous leurrons pas toutefois, la franc-maçonnerie n'a pas été un protagoniste de cette dernière décennie du siècle. Elle s'est même mise en sommeil sous la terreur entre 1793 et 1795. Il convient cependant de rendre à César ce qui appartient à César. Celui qui forcera outrancièrement le trait et travestira la franc-maçonnerie en farouche acteur révolutionnaire est un homme d'Église. La Révolution est le résultat d'un complot ourdi par les philosophes, sophistes de l'incrédulité et de l'impiété, les francs-maçons, sophistes de la rébellion, et les jacobins, qui furent le produit de leur alliance. La Révolution est le fruit de la décision que certains ont prise de déstabiliser le trône et l'autel, sous couvert des principes de liberté et d'égalité. C'est en 1797 la thèse publiée par le jésuite Baruel, ancien franc-maçon repenti, reprise par la BE, de Cadet de Gassicourt, Robinson et bien d'autres, voire des francs-maçons eux-mêmes qui, au XIXe siècle, ont ainsi voulu récupérer l'héritage révolutionnaire à leur profit. Malgré son irréalisme, cette affirmation est exportée avec succès en Europe, principalement relayée par les émigrés et les milieux contre-révolutionnaires. Grâce à elle, à cause d'elle, pour plus d'un siècle et demi, la franc-maçonnerie française est donc considérée comme porteuse d'un projet politique révolutionnaire. Merci l'abbé. Et comme l'indique le nom de ce site, ses héritiers spirituels, je prononce l'adjectif entre guillemets, font toujours dans la nuance. Environ 70 loges parisiennes en 1789, principalement peuplées d'aristocrates, plus ou moins éclairés. Environ 70 loges parisiennes en 1830, principalement peuplées de bourgeois libéraux, mais aussi quelques rares jeunes frères qui avaient su organiser les quartiers ouvriers. À la publication de l'ordonnance suspendant la liberté de la presse, ils répondent à l'appel à l'insurrection lancé par les journalistes. D'ailleurs, l'un de ceux-ci, qui porte le nom d'Adolphe Thiers, clame « L'obéissance cesse d'être un devoir ». 3 jours plus tard, la victoire étant acquise, bourgeois, francs-maçons et députés libéraux rallient le mouvement. La France, avec l'accord de la franc-maçonnerie, porte au pouvoir le duc d'Orléans, principal opposant à Louis XVIII et Charles X,
qui devient alors le roi Louis-Philippe. Fils de l'ancien grand maître du Grand Orient de France, il gouverne au centre, mais 18 ans plus tard, son régime est usé et la France s'ennuie, constate Lamartine. Le roi tente de verrouiller l'opposition républicaine en interdisant les réunions politiques publiques. Alors celle-ci se transforme en banquet, inspiré de ceux de la franc-maçonnerie. Officiellement, on ne se réunit plus pour parler politique, mais pour partager un bon repas, tout en discutant de choses et d'autres. Le premier de ces banquets se tient le 9 juillet 1847, réunissant 1200 convives, dont 72 députés, qui écoutent le discours du franc-maçon Odilon Barrot. 70 autres banquets vont suivre en France, de plus en plus radicaux, qui réuniront près de 20 000 convives libéraux et réformateurs jusqu'à février 1848. François Guizot, ancien maçon et chef du gouvernement, interdit le banquet prévu le 22 février. C'est le déclenchement de l'insurrection populaire. Le 24, la monarchie de Juillet a vécu. Sous la pression du prolétariat parisien, la Deuxième République est proclamée. Et un gouvernement provisoire est formé. Il comprend 5 maçons et répondra aux vœux des ateliers les plus progressistes et au discours social le plus fort. Suffrage universel pour les hommes, liberté de la presse et de réunion, suppression de la peine de mort pour raisons politiques, seconde abolition de l'esclavage, droit au travail, droit à l'insurrection, droit à l'assistance. Le 6 mars, une délégation du Grand Orient portant ses décors, c'est-à-dire des sautoirs et des tabliers, apporte son adhésion au gouvernement provisoire, dont les membres maçons sont également décorés. Le 10 mars, c'est le poète et homme politique Lamartine qui est chargé de répondre à une autre délégation maçonnique, car c'est le seul non-maçon présent. Le mythe va s'amplifier. Un extrait de son discours. C'est du fond de vos loges que sont émanés d'abord dans l'ombre, puis dans le demi-jour, et enfin en pleine lumière, les sentiments qui ont fini par faire la sublime explosion dont nous avons été témoins en 1790 et dont le peuple de Paris vient de donner au monde la seconde et j'espère la dernière représentation il y a peu de jours. Comme en écho concret à la pompe du propos, dès le mois de mars, quelques frères parisiens appellent à la formation d'un comité central maçonnique. Celui-ci réunira des francs-maçons parisiens et banlieusards, à l'exception de la banlieue ouest, et publiera en avril une, entre guillemets, déclaration de principe de la franc-maçonnerie, fermez les guillemets. Les principaux concepts en sont une république démocratique, une assemblée unique, un comité exécutif qui rappelle le système du comité de salut public, l'incompatibilité entre la qualité de représentant et celle du membre du comité exécutif, l'impôt sur le revenu, l'instruction élémentaire obligatoire et gratuite, la laïcité de l'État. Et c'est un concept cher aux francs-maçons, porté par Louis Blanc ou Proudhon, le droit au travail, qui est le principal mot d'ordre pendant quelques mois. Malheureusement, cette Deuxième République amorce très vite son virage réactionnaire. Et dès le mois de juin, le général Cavaignac fait tirer sur le peuple, faisant des milliers de morts. De ce jour date la rupture entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière qui anticipe la Commune. Entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. En traversant rapidement ces 60 années, nous avons vu des individus, aristocrates en 1789, bourgeois en 1830 et ouvriers en 1848, s'exposer et s'opposer à la puissance politique en place. Libéraux opportunistes ou républicains sincères, ils voulaient s'affranchir d'un pouvoir jugé trop arbitraire. Et beaucoup d'entre eux avaient comme autre caractéristique d'être francs-maçons.
La Deuxième République n'a pas résisté au coup d'État de décembre 1851 et Louis-Napoléon Bonaparte devient officiellement empereur des Français en 1852. Les 10 premières années du Second Empire sont qualifiées d'autoritaires, Napoléon s'appuyant essentiellement sur la bourgeoisie d'affaires et le clergé catholique. Et c'est lui qui nomme le maréchal Magnan, grand fusilleur lors du coup d'État, grand maître, c'est-à-dire président, du Grand Orient. Celui-ci veut aussitôt absorber la franc-maçonnerie écossaise, gérée par la Grande Loge centrale, administrée par le Suprême Conseil de France, jusqu'alors totalement indépendante du Grand Orient. Le souverain grand commandeur Jean-Ponce Viennet oppose une forte résistance et l'empereur renonce au projet d'unification. En conséquence, tous les opposants républicains croyant la Grande Loge centrale dans l'opposition, ce qui est pourtant faux, rejoignent cette obédience. Ce sera parmi eux qu'on trouvera les futurs communards. Dans leur très grande majorité, nos jeunes et fougueux maçons idéalistes de 1848 mûrissent, s'adaptent au changement, anticipent les évolutions sociales et se transforment peu à peu en adultes politiques réfléchis et réalistes, occupant pleinement l'espace de débat qui leur est autorisé, mais sans aller au-delà. En 1870, la maçonnerie française n'est pourtant pas une organisation homogène. Coexistent alors deux obédiences principales, le Grand Orient de France et la Grande Loge centrale de France, administrées par le Suprême Conseil de France. Les deux ensembles sont cependant traversés par de multiples courants, souvent contradictoires. Il y a encore des loges bonapartistes, les loges parisiennes, et celles de quelques grandes villes sont gagnées par les idées révolutionnaires, alors que les provinciales cultivent davantage stabilité et convivialité. Et la question religieuse fait partout débat, et y compris dans la nouvelle rédaction de l'article 1er de la Constitution du Grand Orient. Celui-ci compte 18 000 membres et la Grande Loge 6 000. Alors pour Paris et sa banlieue, des données assez précises. 6 500 frères, dont 4 400 pour le Grand Orient. La moitié a moins de 40 ans et un tiers moins de 3 ans d'ancienneté, deux caractéristiques qui expliquent bien évidemment la perméabilité aux idées nouvelles. Représentant un quart de l'ensemble, les blouses des ouvriers et des artisans n'ont jamais et ne seront d'ailleurs jamais plus aussi nombreuses, aux côtés des habits noirs des commerçants, des négociants, des employés et des entrepreneurs. Peu d'intellectuels, journalistes, avocats, professeurs, mais ce sont eux qui animent la vie maçonnique. Les loges, dont certaines sont très politisées à gauche ou très anticléricales, sont caractérisées par leur hostilité à l'Empire et à l'Église et par leur intérêt pour les questions scolaires et sociales. En leur sein, deux conceptions du rôle de la maçonnerie s'affrontent. Pour les uns, il faut concilier les contraires et rassembler ce qui est épars. Pour les autres, il faut participer à l'édification d'une république démocratique, sociale et universelle. L'année terrible est le titre d'un recueil de poèmes de Victor Hugo, phobiquement anti-Second Empire. À la fin de l'été 1870, les cartouches manquent aux soldats français face aux armées prussiennes dans la plaie de Sedan. Alors il est vrai aussi que les généraux du Second Empire sont loin d'être à la hauteur, et le futur empereur d'Allemagne a beau jeu de définir ainsi les soldats français, des lions commandés par des ânes. La proclamation de la Troisième République sur le balcon de l'Hôtel de Ville est la conséquence d'une part de la défaite de Sedan et d'autre part de la colère soudaine de la population parisienne, plus patriote que le reste de la France. Il est vrai, cette France stupéfaite par une débâcle consécutive à une guerre inutile dont personne n'avait compris les raisons. Comme en 1848, le Palais Bourbon est envahi par le peuple au cri de « Vive la République !» Mais contrairement à 1830 et 1848, on est arrivé à cette extrémité sans voir de jeunes francs-maçons participer au coup de feu dans la rue. Au contraire, ce 4 septembre, les maçons Léon Gambetta et Adolphe Crémieux s'interposent devant la foule et les gardes nationaux dans l'hémicycle pour faire respecter le corps législatif. Mais rien n'y fait. Et dans l'après-midi, c'est le même Gambetta qui prononce cette harangue. Le peuple a devancé la Chambre qui hésitait.
Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. Elle est proclamée. Et cette révolution est faite au nom du droit et du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée. Demain, vous serez avec l'armée des vengeurs de la patrie. Et dans le cabinet du préfet de la Seine, le gouvernement de défense nationale, car nous sommes toujours en guerre, est formé. Les partisans de l'Empire sont évidemment absents, et le parti de l'ordre n'est plus parisien. Restent donc des républicains d'opposition, parisiens, avertis des questions politiques et sociales. Sur les 12 membres du gouvernement provisoire, 7 sont déjà francs-maçons, et un 8e est fortement soupçonné de l'être également. 2 autres, Jules Favre et Jules Ferry, le deviendront dans les prochaines années. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. L'ivresse de la manifestation est passée, mais le canon tonne de plus en plus fort. Que doit faire le franc-maçon parisien? Pour répondre à cette question, ouvrons le livre d'architecture, c'est le nom donné au registre des comptes rendus de réunion des loges, de la loge parisienne La Justice, l'une de celles considérées comme les plus avancées au sein du Suprême Conseil. L'original de ce livre d'architecture est conservé aux archives de la Grande Loge de France. C'est la réunion du 5 mai qui nous intéresse. On le constate après avoir noté les noms des présents. Le secrétaire retranscrit l'intégralité des débats qui, il est vrai, se sont tenus dans une forme toute maçonnique. Une loge de Belleville semble avoir invité toutes les loges représentées le 29 avril à adhérer à la Commune. Des extraits de quelques-unes des réactions sont édifiantes dans leurs oppositions. Il n'y a plus de conciliation possible. La guerre civile seule est légitime. Si la maçonnerie a accompli son grand acte, le 29 avril, avec conscience de ce qu'elle faisait. Mais ne sortons pas de nos revendications pacifiques. Les revendications guerrières sont anti-maçonniques. Ce n'est pas seulement le mouvement communal que je demande à la maçonnerie d'aider de son appui, mais la sociale qui vient derrière. Tous ceux qui ont pris part à la manifestation savaient ce qu'ils allaient faire. Ils ne peuvent plus reculer aujourd'hui. Les bannières ont été trouées de balles, ils doivent combattre. La maçonnerie sans valeur depuis des années en a acquis une depuis samedi. Si les adversaires sont inégaux, il y a lieu de se mettre du côté du plus faible, s'il est en outre le plus juste. Mais revenons à nos maçons de l'été 71. On l'a vu, ou plus exactement, on ne les a pas vus. Les deux institutions maçonniques ont été très silencieuses pendant la période. Alors le Suprême Conseil aura peut-être jugé inutile de commenter l'épisode insurrection-répression, celui-ci ne constituant somme toute qu'une simple mise en évidence de sa devise « Ordo ab chaos », laquelle peut être traduite par « l'ordre procède du désordre ». Notons toutefois que sous la direction d'Adolphe Crémieux, de nombreux frères ex-communards rejoindront les rangs de la Grande Loge et du Suprême Conseil et exerceront même d'importantes fonctions, conférant à l'obédience une coloration sans doute beaucoup plus progressiste dans les décennies qui suivront. Pour le Grand Orient, c'est le 1er août que Léonide Babot-Laribière, grand maître, prend la parole et il est sans équivoque. Voici quelques extraits. La maçonnerie est restée parfaitement étrangère à la criminelle sédition qui a ensanglanté l'univers en couvrant Paris de sang et de ruines.
Il n'y a aucune solidarité possible entre ces doctrines et celles de la Commune. Et si quelques hommes indignes du nom de maçons ont pu transformer notre bannière pacifique en drapeau de guerre civile, le Grand Orient les répudie comme ayant manqué à leurs devoirs les plus sacrés. Si nous étions au cinéma, nous pousserions sans doute un soupir de dégoût en pensant « Mais quel salaud !» Mais Léonide, lui, est dans la vraie vie et il a quelques réalités bien présentes à l'esprit. En premier lieu, Paris n'est pas la France. Et c'est sans aucun doute plus vrai en 1871 qu'à toute autre période de notre histoire. Ensuite, la plupart des francs-maçons de province n'ont sans doute pas eu d'autres informations sur les événements parisiens du mois de mai que la propagande versaillaise. Et il est facile d'imaginer que les notables de province en habit noir ne veulent rien avoir en commun avec une populace parisienne de partageux, coupable de criminelle sédition. Cette populace, elle est évidemment accusée, et on la croit coupable, d'avoir pris les armes contre l'armée française, assassiné un archevêque, des religieux, des centaines d'autres otages, tué des généraux de sang-froid et détruit la capitale. Oui, l'ensemble des francs-maçons français, désireux d'une république apaisée, adhéreront sans trop d'état d'âme aux propos du grand maître. À la fin du mois d'avril dernier, nous avons célébré le centenaire de la Commune, pour la première fois depuis la fin du XIXe siècle. Plus de 4000 maçons et maçonnes, revêtus de leurs insignes, se sont rangés au Père-Lachaise derrière les bannières du Grand Orient. Toute la presse, depuis l'Humanité jusqu'au journal Le Monde, a salué notre présence et nos discours. Qu'il est loin, Léonide Babot-Laribière. Depuis, la présence du Grand Orient devant le mur des Fédérés le 1er mai constitue la seule manifestation publique régulière de l'obédience. De nombreux frères et de nombreuses sœurs d'autres obédiences participent également à cette commémoration annuelle. Dernier retour à l'été 1871. La franc-maçonnerie a souffert. Dans sa chair, d'abord, elle compte ses morts, ses déportés, ses prisonniers, ses exilés. Dans sa tête, les frères se sont violemment opposés les uns aux autres, se sont répudiés, se sont combattus, car il y avait des francs-maçons dans les rangs versaillais. La franc-maçonnerie a frôlé l'éclatement. Dans son image, socialiste, insurrectionnelle, communarde, naïvement utopiste. Alors, comment expliquer que la Troisième République de la fin du XIXe siècle sera l'âge d'or de la franc-maçonnerie française, les deux étant indissociablement liés? Sentinelle avancée du progrès humain, institution philosophique et philanthropique, la franc-maçonnerie est aussi, depuis plusieurs décennies, une école de sociabilité politique pour les frères qui viennent en loge exprimer et confronter leur compréhension et leur point de vue. Dans une France encore très majoritairement rurale, où information et communication sont rares et très lentes, on est loin des réseaux sociaux, la simple reconnaissance de l'existence de l'autre, de ses intérêts, de ses différences, de ses arguments, qui se révèlent alliés ou adversaires politiques, constituera un avantage. Et nul doute que l'apparition de blouses au milieu des habits noirs, comme on l'a vu avec les maçons élus de la Commune, et comme on le reverra, accélère la sociabilisation et élargit le spectre des opinions qu'il faudra connaître et éventuellement combattre démocratiquement devant les électeurs. Nous avons entamé cette conférence avec une communarde, terminons-la avec une franc-maçonne. Louise Michel sera en effet initiée quelques mois avant sa mort. Espérons avec elle et avec tous les francs-maçons en la perfectibilité de l'être humain et de l'humanité. Les guerres rossignants, les merles moqueurs seront tous en fête. Nous sommes le 5 mai 1871 et les frères de la respectable loge La Justice 133 sont présents à la tenue de leur loge et commencent leurs travaux
en échangeant leurs points de vue sur les conséquences à tirer de la manifestation ayant rassemblé plusieurs milliers de francs-maçons le samedi 29 avril précédent. La correspondance du jour de la loge contient une planche de la loge de Belleville, invitant les autres loges, sous certaines conditions, à adhérer à la commune. Le frère Moulet lance les débats. Je ne propose pas une adhésion pure et simple à ce manifeste, mais je crois qu'il y a lieu de rédiger, au nom de la loge, une déclaration communale et fédéraliste. Le frère Rouillet se rallie à cette proposition parce qu'il estime qu'il n'y a plus de conciliation possible. La guerre civile seule est légitime si la maçonnerie a accompli son grand acte avec conscience de ce qu'elle faisait. Son opinion n'est pas partagée par le frère Schaeffer. Je rends justice, non aux paroles prononcées par le frère Rouillet aujourd'hui, mais à celles qu'il a dites à l'une de nos dernières tenues. Suivant lui, la maçonnerie était au-dessus des querelles de peuple à peuple. Eh bien, je le demande, comment ne serait-elle pas au-dessus de nos discordes civiles ? Je crois qu'il y a lieu de continuer la recherche de la conciliation dans notre loge, sans nous faire juges entre Paris et Versailles, plus que nous sommes faits juges entre Paris et Berlin. Certes, la maçonnerie a bien fait, en essayant par une grande manifestation de mettre fin à ce suicide de tous les jours que l'on nomme la guerre civile. Elle n'a pas réussi, soit, mais ce n'est qu'une première tentative. Continuons nos efforts, nous réussirons peut-être mieux une autre fois, mais ne sortons pas de nos revendications pacifiques. Les revendications guerrières sont anti-maçonniques. Pendant la Commune, donc, un Chinois nous relate dans son journal intime ses pensées, sa vision des événements qui troublent Paris. Il nous parle entre autres des Têtes Rouges, nom qu'il donne aux fédérés. Les insurgés descendent de Montmartre et il y a beaucoup de bruit. Le 19 mars, les choses se gâtent. Cette nuit, les Têtes Rouges sont entrées dans Paris. Plus d'un millier réunis place Vendôme réclament un changement de gouvernement. Tous les fonctionnaires et les officiers sont partis se réfugier à Versailles. Paris reste sans maître. La population a peur du pillage et tuerie. Les riches ont disparu, les pauvres restent sans défense. Il me faut quitter la ville, mais il n'y a plus un fiacre. Alors que j'écrivais à l'envoyé, les canons se sont mis à donner. La poste fermement ses portes au moment où j'arrivais et on me refusa un télégramme. Un commissionnaire me dit que toutes les rues étaient barrées et qu'il fallait connaître le mot de passe pour les traverser. Il note tout ce qu'il voit et entend le brouhaha incessant et le comportement des gens. Ceux de basse classe sont sales, mal rasés, avec des vêtements élimés et pleins de puces. Les femmes ont les cheveux hirsutes. Les enfants sont assis sur des tas de charbon et ils se moquent de la saleté des Chinois. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peines. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au